Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. J'aime bien soigner la mise en scène. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Vous vous ferez fusiller! Je crois pas, non. Plutôt engueuler, mais je commence à avoir l'habitude. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a de pire? Vivre en monstre ou mourir en homme de bien? Bonjour chers auditeurs et auditrices, ici votre illustre inconnu pour un nouveau podcast, le deuxième et sûrement dernier de la semaine. Alors concernant le premier podcast, j'ai pu prendre connaissance des avis, des choses qu'il fallait améliorer, donc j'ai entendu qu'il y avait aussi un léger problème de son par rapport à l'intro du film, des paroles et aussi mon intro par rapport à la musique. La musique aussi trop forte à certains moments par rapport à la voix, là aussi je vais essayer de corriger. Et par moments il y a aussi beaucoup moins de E. Je vais aussi essayer de faire moins de E, c'est pas très agréable à écouter et ça casse un peu le rythme. Je vais aussi éviter certains cuts abrupts que j'ai pu faire sur le premier montage qui fait pas un bel effet. Voilà, je sais même pas pourquoi j'ai fait ces cuts là, c'était sûrement que j'étais trop fatigué, ce qui peut s'expliquer. Et donc bien évidemment je vais faire beaucoup moins long, je vais pas faire 21 minutes, c'était beaucoup trop long, c'était très répétitif aussi, donc ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire beaucoup moins long, ça fera moins de 20 minutes, c'est sûr. Donc je tâcherai aussi d'être beaucoup moins long et beaucoup plus fluide, surtout avec cette critique. Écoutez, trêve de blabla et passons directement à ce qui nous intéresse ici. Donc le film de ce podcast qui est ici, comment dire, il sera peut-être un petit peu mal vu. Voire ça peut même déranger certains par rapport à l'homme qui va être le centre de ce podcast. Mais bon, allez, c'est pas grave, je prends le risque, je suis pas sûr d'être énormément écouté. Et donc ce podcast qui sera consacré à un film dont le réalisateur est un homme qui déchaîne les passions depuis toujours quand même, on peut se le dire. Luc Besson, qui n'a d'ailleurs jamais cessé de provoquer autant d'indignation avec ses films qu'avec son système, on va dire, économique, avec sa boîte de production EuropaCorp, et qui depuis plusieurs années s'est quand même vu métamorphosé par de grandes polémiques et scandales. Vous les connaissez mieux que moi, qui reflètent autant l'homme que l'artiste. Et donc certains vont sûrement me critiquer en disant « Oui, mais tu le défends, c'est dégueulasse, tu défends ci, tu défends ça ». Je ne défends rien du tout. Je suis juste là pour parler cinéma, je ne suis pas là pour parler de l'homme. Je sais qu'il a fait des choses qui m'ont l'air d'être assez scandaleuses. Et je ne le défends absolument pas. Et d'ailleurs, vous allez voir le film, je ne le défends pas trop. Même si je le trouve beaucoup de qualité, je suis absolument pas là pour l'idolâtrer. Donc il y a beaucoup de problèmes et on va justement en parler avec la nouvelle allitération de ce Dracula. Cet homme est le diable. Mina est en danger. Repentez-vous pour le salut de votre âme. C'est elle le salut de mon âme. Mais c'est vous qui êtes sa perdition. Alors, ce nouveau Dracula est un film français. On va dire que c'est produit par des studios français. Comme je l'ai dit, réalisé par Luc Besson, sorti en France le 30 juillet 2025, avec comme acteurs principaux Caleb Landry Jones, qui joue le célèbre Dracula, Zoé Bleu dans le rôle de la femme de Dracula, qui est ici, on va dire, l'enjeu central du film. Encore Mathilda De Angelis, ou encore pour des acteurs un peu plus chevronnés, un peu plus reconnus, Christoph Waltz, voilà. Ou encore, ça c'est plus surprenant de le retrouver dans le genre de film, Guillaume de Tonquédec, acteur français que vous avez pu voir en Le Prénom par exemple, qui est ici joue un espèce de médecin, on va dire ça comme ça, donc ça c'est pour les rôles principaux. L'histoire, on va dire qu'elle est quand même un peu connue de tous, je vais la résumer, mais c'est vraiment pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc c'est l'histoire du comte, on va dire aussi du prince Vlad, donc au XVe siècle, 1480, un truc comme ça, qui durant une grande bataille, on va dire historique, perd sa femme, son amour, et décide de renier Dieu, de blasphémer, et il hérite d'une malédiction, il devient un monstre qu'on nomme Dracula. Et il va être condamné à la vie éternelle et à la perte de son amour, jusqu'à ce que 400 ans après, vu qu'il est, on va dire, invincible et immortel, au 19e siècle, après une rencontre avec un personnage
fortuite, on va dire ça comme ça, dans son château, il va retrouver sa femme sous une nouvelle réincarnation qui va l'amener jusqu'à Paris. C'est le retour du monstre dans la capitale. Voilà. Alors ce nouveau Dracula, alors déjà c'est assez étonnant tout de même parce qu'on ressent quand même depuis, on va surtout dire depuis cette année, qu'il y a de nombreux cinéastes qui ont envie de reprendre un peu le genre vampirique, voilà, ils veulent lui redonner, on va dire, un peu de saveur et de goût, sans mauvais jeu de mots. Récemment, on a eu le plutôt réussi, même si bon, là, faut aimer le style, le très ténébreux Nosferatu de Robert Eggers, qui a, on va dire, il a poussé le genre gothique assez loin dans ses limites, jusqu'à même à un certain extrême, ça a assez dérouté quand même. Et aussi le récent, alors là aussi, film à diviser, mais dans sa globalité, c'était quand même assez bon. Sinners de Ryan Coogler, qui lui a plus voulu moderniser, on va dire, le genre, en empruntant au code mythologique, plutôt, et traditionnel du vampire, tout en mettant ses fondements sur un film qui est assez connu, qui est Une nuit en enfer. Voilà. Et du coup, cette mode, j'ai envie de vous dire, elle se concrétise avec l'aboutissement d'une nouvelle itération du célèbre Dracula de Bram Stoker. Hein. Ici, on parle bien d'adapter le livre. On va dire ça comme ça, adapté à sa façon, qui a été adapté aussi à Coppola, qui reste la plus adulée, hein, celle qui a eu quand même d'énormément de bonnes critiques, ce qui n'est pas l'avis ce qui n'est pas mon avis. J'ai jamais réussi à rentrer pleinement dedans. Je reconnais quand même la claque qui a été artistique. C'est très beau, c'est très gothique, c'est assez romantique aussi, mais j'ai jamais réussi à rentrer dedans. Pourtant, j'adore Coppola, mais j'ai vraiment beaucoup de mal. Et je dirais même pareil pour l'œuvre originale de Stoker, j'ai dû m'y reprendre à 5-6 fois pour réussir à le lire intégralement. C'est vraiment, j'ai beaucoup de mal avec Dracula en fait, en règle générale, donc c'était quand même assez mal parti de base pour moi. Et on se demandait surtout ce que Besson a vraiment voulu apporter, parce que quand on voyait les bandes annonces et les images, on se disait mais c'est la même chose que celui de Coppola, quoi. Surtout quand on voyait les premières images qui venaient pas du tout envie. Enfin moi ça me donnait affreusement pas envie. Je trouvais les décors très cheap, les scènes de bataille mal montées et trop cut dans les bandes annonces. Et en plus, le fait que la bande annonce soit sortie un mois avant la sortie du film, alors qu'il a coûté 45 millions d'euros, ce qui est extrêmement cher pour un film français. C'est même un des budgets les plus pharaoniques. On se demandait, on a envie de cacher le film, on n'a pas envie de le montrer, on a trop peur qu'il se prenne des sauts de merde dans la tronche, des trucs comme ça, quoi. Que Besson voulait mettre en lumière cette espèce de relation romantique. C'était ça, hein, le point de vue qu'avait Besson, c'était de montrer comment un homme attend plus de 400 ans pour retrouver son amour qu'il a perdu. Ça pouvait être intéressant, c'est vrai que ça n'a pas été véritablement, on va dire, montré dans le roman de Stoker, et encore moins, je trouve, dans le film de Coppola. Après, comment il va le mettre en scène, comment il va l'interpréter, ça va être le point le plus intéressant du... Dans la bande-annonce, je trouvais que c'était aussi assez fouillis, sur les plans, sur la mise en scène, et ça rappelle en fait ce qui est un peu devenu le cinéma de Besson, hein, dans un certain sens, depuis plusieurs décennies. On a eu une espèce de space opéra assez raté, Valérian encore. Il a aussi voulu faire un retour aux sources assez anecdotique et complètement fade qui était Anna, une espèce de repompé de Nikita, mais alors avec aucune imagination, c'était assez terrible. Et la dernière proposition en date qu'il a eue, c'était le film Dogman, qui était assez loufoque, mais aussi assez ridicule, qui m'a pas non plus convaincu, malgré l'acteur principal, justement, on va en reparler, qui était assez convaincant. Et du coup, sais faute de goût, plan à la dérive, copier-coller de films précédents, sans une once de subtilité, on connaît bien Besson pour ça, jusqu'à l'affiche, je sais que vous en avez sûrement entendu parler, honteusement quand même assez volé, du film Nosferatu. Écoutez, on se demandait bien ce que Besson a pu véritablement apporter au mythe de Dracula, sans tomber dans la redite ou le repompage des œuvres vampiriques précédentes. Et écoutez, avec un minimum d'honnêteté, on peut dire que la nouvelle adaptation de signé Besson est loin d'être la catastrophe annoncée, c'est vrai, hein. Je suis assez honnête, tant les premières images laissaient quand même planer l'ombre d'un pur opportunisme. Et force est de constater que ce nouveau Dracula de Besson reste un sympathique divertissement, bâti solidement sur des décors et des costumes généreux et plein de poésie. On pourrait même dire, à vrai dire, hurrah, hein, parce que pour un film à 45 millions d'euros, faut que les décors soient quand même assez visibles et assez beaux, hein.
D'ailleurs, le film a coûté plus cher que Monte Cristo. Là, je commence quand même à douter, parce que je me dis que Monte Cristo était quand même un peu mieux foutu et bien plus beau sur ses décors qu'un Dracula, mais bon. Et la force et la structure du récit de Besson, en fait, il réside en effet dans cette volonté de créer une histoire centrée sur cet amour impossible. Ça, je trouve que c'est quand même assez bien traité. Donc cette histoire d'amour impossible qui pourrait être aussi éternelle, et qui apporte tout le romantisme au personnage du comte, et aussi de sa femme. Aussi parce que je trouve que le casting est assez bon, aussi dans l'ensemble, on va en reparler. Mais malheureusement, c'est bien là tout le 109 du film, qui reste quand même assez pauvre dans l'ensemble. Hein. Le film, quelques degrés près, ça reste quand même le même que dans le film de Coppola. En tout cas, il reprend une grande partie du récit de Coppola. Et bien évidemment, ça va en dérouter plus d'un là aussi, mais le plagieur Besson est de retour, et ça, c'est quand même assez fou, quoi. En plus d'avoir plagié l'affiche, comme je vous ai dit, il reprend quand même exactement la même narration que le Coppola, quoi. C'est-à-dire avec le début, l'origine de Dracula. Alors oui, on va dire qu'il implante un peu plus, il développe un peu plus la relation, ça c'est plutôt pas mal. Mais encore une fois, il n'invente rien. Il continue à repomper, etc. L'histoire d'amour, c'est pareil. Le nom des personnages, c'est les mêmes. Hein. Tu dis que c'est de la paresse, ça, c'est ça, tu vois. Mais bon, il essaye de nous mettre un peu à l'envers en prenant par exemple le personnage de Christoph Waltz, qui est un espèce de on l'appelle le prêtre, mais en gros c'est un espèce de pompage de Van Helsing, hein, en gros. Et il s'est dit qu'il va pas essayer de totalement repomper, même si on le sent quand même. Mais bon, il va reprendre des plans, il faut aussi que vous sachiez qu'il y a une histoire de parfum dans le film. On va dire qu'il y a un parfum qui est un peu un enjeu. Et alors, moi je m'y attendais pas, hein, mais qu'ils reprennent des scènes plan par plan sur le film Le Parfum de Tom Tykwer. C'est assez exagéré quand même, et ça m'a aussi assez énervé parce qu'encore le Dracula de Coppola, je n'ai pas beaucoup d'attachement. Encore le parfum, ça commence vraiment à m'énerver parce que j'aime beaucoup le film, et je trouve que c'est vraiment enfantin, quoi. C'est du pompage enfantin, comme un gamin qui essaye de recopier sur la copie de son voisin, mais en mal fait, quoi. Vraiment, c'est vraiment dommage. Et pour ceux qui ont vu le parfum, vous allez tout de suite voir la scène qui est vraiment, mais c'est honteusement recopié, quoi. Mais vraiment. Et c'est gênant. Bref, donc déjà ça fait un peu souligner le fait que Besson continue à pomper, hein. Ça reste quand même une notoriété qu'il a depuis des années. Les scénars, les histoires, etc. Et là on le sent quand même assez bien. Donc le film parvient tout de même, hein, on va dire ça comme je l'ai dit tout à l'heure, à se reposer sur un casting plutôt convaincant dans l'ensemble. Principalement grâce au charisme de Caleb Landry Jones, qu'on avait déjà vu chez Besson, hein. C'est devenu le petit chouchou, le petit favori de Besson, hein, qui apporte, on va dire, un coup de fraîcheur au personnage. Voilà, je trouve qu'il incarne un excellent Dracula. Il est aussi élégant que repoussant. Pour autant, même le casting féminin est plutôt bon, hein, il est pas catastrophique comme j'ai pu l'entendre. Tout comme Christoph Waltz, qui est l'acteur le plus convaincant du film, hein, il est toujours aussi bon et convaincant. Il a un charisme naturel assez fou, hein. Et en ce qui concerne Guillaume de Tonquédec, par exemple, parce que lui c'est quand même la première fois qu'on le voit dans ce genre de rôle. Bon, il est là, il a pas une grande importance, mais ça va, il fait le taf, rien de plus. Et d'ailleurs c'est drôle de pouvoir le voir jouer en anglais, c'est assez étonnant. Mais voilà, le film réussit tout de même à divertir. Même si j'ai trouvé certains moments et passages beaucoup trop longs, hein. Le film dure 2h09, un truc comme ça, 2h10. Et non, c'est trop long, c'est trop verbeux, c'est trop surligné encore une fois. On te surligne tout sur l'histoire des vampires, c'est vraiment pas du tout subtil pour un sou, quoi. C'est vraiment écrit, il faut tout expliquer, tout réécrire, etc. Il y a un moment, c'est vraiment agaçant, quoi. Donc on est très loin du récent, justement, Nosferatu, qui lui laissait place à énormément de contemplatifs. Il y avait très peu de dialogue. On est c'est le yin et le yang, quoi. Et je trouvais aussi le point de vue de Nosferatu beaucoup plus intéressant, hein, que la vision qu'a Besson sur cet amour impossible. Là aussi, les deux, on peut les comparer, mais c'est très très loin. On a deux bases complètement différentes, hein, aussi. Cet amour impossible reste quand même assez tragique et ça reste assez attachant. Je trouve que c'est vraiment le plus gros point fort du film. Je trouve que Besson l'a plutôt bien mise en scène. On y croit, c'est plutôt beau. Mais bon, après, Besson a toujours été assez bon pour raconter des histoires d'amour, hein. Quand tu vois Nikita, c'est assez mignon entre les deux personnages. C'est un peu naïf aussi, Le Grand Bleu pareil, c'est toujours un peu naïf, mais ça reste assez subtil parce que les comédiens sont plutôt bons.
par le casting aussi. Il a toujours été très bon pour mettre en scène des relations amoureuses, c'est plutôt sympa, même dans le 5e élément. Et il faut aussi savoir garder une certaine honnêteté, ne pas suivre, on va dire, aveuglément les critiques, prêts à étriper la moindre volonté artistique de Besson. On sait que c'est plus vraiment un très bon réalisateur, mais il faut aussi reconnaître que quand il fait des choses bonnes, il faut savoir le surligner, quoi. Et donc oui, le film parfois tombe dans un certain ridicule, notamment dans certaines scènes accentuées par une musique assez pompeuse, oubliable, signée par Danny Elfman, qui est quand même assez bon. Mais bon, j'ai trouvé la musique assez soporifique et assez fade. Enfin, cela dit, Danny Elfman n'a pas fait de bonne BO depuis assez longtemps, quand même. Donc le film reste quand même limité par de nombreux défauts, comme les plans de caméra, par exemple. Je trouve que la bataille d'ouverture, l'intro qui est plutôt sympa, mais alors la bataille, là, c'est n'importe quoi. C'est très très mal monté, c'est très mal cuté comme pas possible. Heureusement qu'après cette scène de bataille, il y a la fameuse scène, je trouve est la meilleure, la scène, une espèce de scène de trahison religieuse, qui est la meilleure scène pour moi, par le jeu des comédiens, par aussi, je trouve, la musique qui alimente une certaine tragédie. La seule fois où je trouve Danny Elfman est assez bon dans sa musique. Et aussi, une autre chose assez intéressante dans le film, c'est tous les moments et parallèles entre Dracula et la foi envers Dieu. C'est assez bien écrit dans l'ensemble, et je trouve que ça crée un assez beau parallèle entre le mythe de l'homme, de Dieu, etc., du monstre. C'est assez beau. Pour autant, ce nouveau Dracula n'est pas absolument la catastrophe industrielle attendue, qui fait preuve d'une grande sincérité dans l'approche romantique du personnage, tout en témoignant d'un vrai travail sur les décors. Ça, on peut pas le remettre en question. Les images et les costumes aussi, je trouve que les armures dans ce film sont assez belles quand même. Pour autant, écoutez, il n'y a rien de neuf. Et donc voilà mon avis, donc je dirais que c'est un film moyen, voilà. Assez moyen dans son ensemble, c'est pas une cata, c'est pas un navet. Et d'ailleurs, je dirais plutôt de vous concentrer plus sur le Nosferatu de Robert Eggers, si vous voulez quelque chose, une proposition plus originale. Mais pour autant, je trouve que c'est le meilleur Besson depuis assez longtemps, quand même, depuis Malavita, je crois. C'est dire ce que je pense des autres films qu'il a sortis récemment. De toute façon, qu'on soit bien clair, on n'aura sûrement plus le Besson qu'on avait dans les années 90, c'est-à-dire depuis Jeanne d'Arc, quoi. C'est-à-dire qu'avant, on avait Le Grand Bleu, on avait Nikita, on avait Léon, Le Dernier Combat, même Le 5e élément. Hein. C'était des films cultes qui ont marqué une génération. Bon, écoutez, maintenant, on a Valérian, on a Anna, on a Dogman, et on a ce Dracula. Bon, voilà. Alors, est-ce que je vous le conseille ? Si vous n'avez pas trop de problèmes avec le réalisateur d'Arthur et Minimoys, écoutez, pourquoi pas, hein. Ça reste plutôt bien réalisé, bien mis en scène, même si c'est pas parfait. C'est assez divertissant. Par contre, pour les détracteurs de Besson, pour ceux et celles qui le détestent pour les raisons qui lui sont dues, je vous conseillerais plutôt de passer votre chemin. Voilà. Donc c'était le podcast sur le film Dracula de Luc Besson. Et vous, qu'avez-vous pensé du film ? N'hésitez pas à en discuter en commentaire sur YouTube. Si vous voulez voir mon avis complet, vous allez dans la description, sur YouTube, sur Sens Critique, sur Insta, TikTok, vous avez tous les liens en description. Et je vais vous dire, écoutez, à très bientôt pour un nouveau podcast cinéphile sur le Ciné Icecast. Voilà. Encore merci pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais.